Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau format de vidéo explicative. Donc il s'agit de la deuxième vidéo. La première vidéo c'était sur la rétroactivité de la loi ou plutôt la non-rétroactivité de la loi et ses exceptions. Et aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qui est preuve. Alors honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Mais vous me connaissez, mon objectif c'est pas de blablater pendant des heures, sinon vous pouvez regarder votre cours de droit. Non, là mon objectif ça va être de raccourcir tout en gardant les éléments essentiels pour valider vos partiels si vous tombez sur une question argumentée type quels sont les types de preuves en droit civil. D'ailleurs, ce mode d'emploi d'aller au plus rapide, d'aller au plus court tout en gardant l'essentiel, c'est du student law ça se retranscrit également dans mes cours synthétisés où au lieu d'avoir tous les cours des professeurs, du coup je vais aller droit à l'essentiel. Donc ça c'est vraiment ma méthode d'apprentissage, que ça soit dans les cours de soutien que je dispense, que ça soit dans n'importe quoi. Moi je ne supportais pas que les professeurs y mettaient. Alors, surtout, vous savez, les professeurs des cours magistraux, ils mettent tellement de temps à parler. Moi, j'ai pas de time. Time is money. Donc, du coup, je voulais apprendre des choses hyper rapidement, mais qu'il y a quand même tous les éléments essentiels quand même, pour pas que j'ai 2 sur 4 à ma question de droit, quoi. Bonne vidéo, bon courage. Et s'il y a des petites questions qui restent que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour vous expliquer un petit peu comment s'organisera cette vidéo, dans un premier temps, on verra tout ce qui est le système de la preuve en droit français, donc la différence entre une preuve légale et une preuve libre. Ensuite, on verra les modes de preuve, la différence entre une preuve parfaite et une preuve imparfaite. Ensuite, l'objet de la preuve, donc tout ce qui est présomption légale, présomption judiciaire, la charge de la preuve, donc en gros, qui doit prouver, et enfin, tout ce qui est petits principes attachés aux preuves. Allez, c'est parti. On va commencer du coup par la preuve libre et la preuve légale. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une preuve légale, tout simplement comme le mot l'indique, légale, ça veut dire que c'est une preuve qui est réglée par la loi. Ça veut dire qu'en gros, vous ouvrez votre code civil ou votre code pénal et la loi vous dit comment prouver. La différence, l'opposé du coup, c'est la preuve libre. Ça veut dire que la loi, elle ne vous dit rien. Vous êtes complètement libre de prouver par n'importe quelle manière. Que ça soit un témoignage, une preuve écrite, un serment. Vous qui décidez quelle preuve vous voulez ramener. Maintenant, la question vraiment qui nous intéresse, c'est la France. Qu'en est-il de la France? Comment on peut prouver en France? Est-ce qu'on est régi par le système de preuve libre ou plutôt par le système de preuve légale? Eh bien, écoutez, c'est pas noir ou blanc, c'est un système qu'on appelle mixte en France. Ça veut dire que pour certains actes, ça relèvera de la preuve légale, donc il faudra regarder ce que la loi dit. Et dans un autre cas, ça va être la preuve libre. Donc regardons maintenant c'est quoi ces différents cas. On va commencer avec les actes qui sont supérieurs à 1500 €. Hier, j'ai prêté une somme à ma meilleure amie qui ne m'a jamais rendu cette somme et cette somme était de 2000 €. Et bien, comme elle est supérieure à 1500 €, du coup, ça sera le système de la preuve légale. Ça veut dire que quoi? La loi française impose que pour toute somme ou acte écrit qui est d'une valeur supérieure de 1500 €, eh bien, il faut ramener la preuve d'un acte écrit. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai donné cette somme à ma meilleure amie, mais que je n'ai rien écrit qui prouve que je lui ai donné cette somme, eh bien, je ne retrouverai jamais ma somme des 2000 €. Et c'est bien malheureux. Donc, la loi te dit, fais attention. Quand tu prêtes une somme qui est supérieure à 1500 €, tu dois à tout prix ramener la preuve au juge écrite que tu as bien prêté cette somme. Et dans ces écrits, on distingue 2 écrits. Il y a l'écrit qu'on appelle un écrit authentique, un acte authentique, ou bien un acte sous seing privé. Un acte authentique, c'est un acte qui a vraiment été fait par une personne professionnelle, comme par exemple un notaire. Donc il y a bien un notaire qui a spécifié que tu avais prêté les 2000 €. Un acte sous seing privé, à l'opposé, c'est un acte qui a été fait sans l'intervention d'une personne professionnelle. C'est juste quelque chose qui a été fait entre toi et la partie. Donc typiquement dans mon exemple, c'est juste moi qui ai écrit en gros, une reconnaissance de dette, quoi. J'ai écrit, voilà, je t'ai prêté 2000 €, ça a bien été signé par ma meilleure amie et c'est valable comme preuve. Ok? Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous prêtez une somme à n'importe qui, faites bien attention d'écrire que vous avez prêté cette somme et surtout d'obtenir la signature de la personne parce que vous pouvez sinon inventer n'importe quoi. Donc il faut bien la signature ou en tout cas l'approbation de la personne. Par contre, si tu as prêté une somme qui est inférieure à 1500 €, eh bien du coup, le droit français, il te dit que tu peux faire ce que tu veux. Donc en gros, c'est le système de la preuve libre. Ça veut dire que tu peux prouver par n'importe quoi, par des notes vocales, par des textos, par des
des serments, des témoignages, ce que tu veux. Là, la loi ne t'impose rien en matière de preuve. Allez, c'est parti, on passe au mode de preuve. Alors là, les modes de preuve, c'est le moment que j'aime le plus. En gros, c'est la distinction entre une preuve parfaite et une preuve imparfaite. C'est quoi une preuve parfaite? Comme son nom l'indique, c'est une preuve qui à elle seule est parfaite. Elle a besoin de personne d'autre. Elle se suffit. Ça veut dire que quand vous allez soumettre cette preuve au juge, eh bien, non seulement il va la déclarer comme recevable, mais en plus de ça, il aura besoin d'aucune autre preuve pour prendre sa décision. À l'opposé, une preuve imparfaite, c'est une preuve qui est recevable, mais on a besoin d'une autre preuve pour la compléter, donc pour faire qu'elle soit parfaite. Donc par exemple, typiquement, si moi je te donne un témoignage, le témoignage, c'est une preuve imparfaite. Justement, on va en venir à ça. Quelles sont les preuves parfaites et quelles sont les preuves imparfaites? Eh bien, dans les preuves parfaites, on retrouve tout ce qui est écrit, authentique. Donc je répète la définition. Authentique, c'est quoi déjà? C'est lorsqu'il y a une personne professionnelle qui intervient, type notaire. Donc ça, c'est une preuve qui suffit le juge pour prendre sa décision. De même, un acte sous seing privé, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'officier public qui est intervenu, c'est juste entre les personnes. Ça aussi, ça suffit à partir du moment où c'est un contrat. Donc par exemple, si demain, moi, j'ai un contrat avec un prestataire, et ce contrat, il vaut force de loi. Maintenant, quels sont les types de preuves imparfaite? Eh bien, on retrouve en première place le commencement de preuve. D'ailleurs, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi, quand j'étais à Paris 1 Sorbonne, j'avais toujours cette question qui tombait: qu'est-ce que le commencement de preuve? Bref, je sais pas ce qu'ils ont les professeurs avec cette question. Un commencement de preuve, c'est quoi? C'est, encore une fois, comme son nom l'indique, ça veut dire c'est un commencement de preuve, mais c'est imparfait, il faut que ça soit complété. Typiquement, une lettre, un texto, ce sont des commencements de preuve. Un devis, c'est un commencement de preuve, mais c'est pas suffisant du coup pour être recevable devant le juge. Ensuite, on a le témoignage. C'est logique que ça soit pas parfait aussi, parce que n'importe qui peut mentir dans un témoignage. C'est la même chose pour le serment. C'est pas une preuve parfaite. Voilà, c'était les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Et ce tableau que vous voyez juste ici, il est bien fait, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est le tableau qui figure dans mon cours synthétisé en introduction au droit privé. Bref, si vraiment vous êtes à la recherche d'un cours qui va vraiment hyper vite et tout est synthétisé et tout va à l'essentiel, c'est vraiment dans ce cours-là. Donc voilà, typique un tableau qui vous résume parfaitement les preuves parfaites des preuves imparfaites. Allez, c'est parti, on continue. L'objet de la preuve. Alors, l'objet de la preuve, c'est qu'est-ce qu'on doit prouver en fait? Tout simplement les faits, les actes, tu dois les prouver. Et pour les prouver, on distingue deux types de présomption. La présomption, ça veut dire que quelqu'un est présumé innocent. Qu'est-ce que ça veut dire être présumé innocent? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas ramené la preuve de sa culpabilité, il est innocent. En gros, donnez-moi la preuve, sinon il est présumé innocent. On distingue les présomptions légales, c'est-à-dire que la loi vraiment prévoit, des présomptions judiciaires ou en gros du fait de l'homme. Ça veut dire que le juge a une appréciation souveraine pour savoir si la personne, du fait du contexte de l'affaire, est présumée innocente. Ensuite, au sein même des présomptions légales, on a les présomptions simples ou les présomptions irréfragables. Les présomptions irréfragables, c'est vraiment irréfragable, c'est-à-dire que vraiment il est présumé et personne ne peut renverser cette présomption-là, alors que simple, c'est facilement renversable. Qui doit prouver? Est-ce que c'est le demandeur ou le défendeur? À petit rappel, c'est quoi le demandeur? C'est quoi le défendeur? Le demandeur, c'est la personne qui introduit l'action en justice. Donc en gros, c'est la personne qui n'est pas contente de quelque chose. Donc par exemple, typiquement, je me suis fait agresser, du coup, je veux qu'on punisse mon agresseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais porter plainte. Je suis du coup le demandeur et mon agresseur est le défendeur. Est-ce que c'est moi qui dois prouver que je me suis fait agresser ou est-ce que c'est lui qui doit prouver qu'il ne m'a pas agressé? Eh bien, c'est moi qui dois prouver qu'il m'a agressé. C'est toujours au demandeur de prouver quelque chose. Pourquoi? Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Comment l'agresseur, il peut prouver quelque chose qu'il n'a pas fait? C'est moins facile que moi qui peux plus prouver que je me suis fait agresser via des marques, des témoignages, etc. Donc du coup, le droit français dispose que c'est toujours au demandeur de rapporter la preuve de ce qu'il prétend.
Et enfin, on termine cette vidéo avec les principes attachés à la preuve. C'est hyper important si vous avez une dissertation, par exemple, ou toute problématique liée à la preuve. Ça peut vraiment vous servir pour problématiser la preuve. Ça serait que la preuve doit respecter avant tout des principes fondamentaux. Vous êtes jamais posé comme question que si votre patron vous harcèle demain moralement, comment vous allez faire pour prouver cet harcèlement moral? Est-ce que vous avez le droit de l'enregistrer? Et je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais des fois on vous dit que c'est interdit d'enregistrer si la personne n'est pas consentante. Ok, mais moi je fais comment pour prouver l'harcèlement moral? Bah tout ça, ça relève du principe de loyauté et surtout du respect à la vie privée. Est-ce que c'est plutôt le respect à la vie privée du patron qui va prévaloir ou est-ce que c'est moi et mon droit à la preuve? Et aussi, il y a un autre principe qui est hyper important quand vous parlez de la preuve, c'est vraiment le principe du contradictoire qui est lorsque vous allez avancer une preuve contre quelqu'un d'autre, bah, cette personne, elle doit savoir à l'avance la preuve que vous allez invoquer pour se préparer. Ça s'appelle le droit à la défense en fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, lors du procès, être pris de court en mode « Ah, what? Elle a cette preuve contre moi, mais je ne le savais pas. » Ça s'appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire que chaque partie doit être au courant de la preuve que la partie adverse avancera sur lui. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair ? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous semble plus clair et aussi dites-moi en commentaire le prochain thème que vous voudriez que je fasse, version explicative, version rapide. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à toutes les vidéos que j'ai faites, à mon compte Instagram, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et surtout mon site internet studentlaw.fr où c'est là que vous pourrez retrouver vraiment toutes les ressources que je mets à disposition des étudiants en droit. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.